Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Institut Caddy sur les blocs de compétences. J'espère que tout le monde nous entend bien. Premier webinaire d'une série de 4 qui sera organisé donc à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 mars donc sur la thématique des CQP maladies en bloc de compétences. Donc ce premier webinaire, on va largement y revenir aujourd'hui, sera consacré à la philosophie de cette nouvelle modalité. Trois autres webinaires à partir du 10 mars sur le rôle du RH. Le 17 mars, on traitera plus spécifiquement des questions de gestion administrative. Et le 24 mars, on va traiter plus spécifiquement de la certification. Alors, je vais partager à nouveau le PowerPoint. Donc aujourd'hui, je serai accompagné par Anne-Sophie Edbeau et Brigitte Soubios qui sont les intervenants pour ce webinaire, et nous avons la joie de partager l'animation de ce webinaire aussi avec la CNAM, Pascal Libre et Coralie Bray, qui interviendront d'ici quelques minutes. Je vais vous rappeler quelques consignes pour le bon déroulement de ce webinaire. Donc nous demandons de couper les micros de préférence parce que vous êtes très très nombreux, donc on attend pratiquement une centaine de personnes aujourd'hui. Vous aurez la possibilité d'échanger via le chat. Donc deux collègues, Carole Gégou et Marie-Joseph Robardet, vont traiter vos questions, et nous aurons 2 temps d'échange pour partager vos questions et y répondre avec nos intervenants aujourd'hui. Ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible sur notre site client d'ici quelques jours, et nous vous enverrons également la présentation à l'issue de ce webinaire. Vous allez recevoir également à la fin du webinaire une petite évaluation, un questionnaire par email que nous vous demandons de compléter, et il est très important puisqu'en fait, on va également vous questionner sur les questions que vous vous posez sur le prochain webinaire, notamment sur le rôle du RH. S'il y a des points précis que vous souhaitez voir traités dans le prochain webinaire, nous vous demandons de bien compléter les questions dans le cadre de ce formulaire, et ça nous aidera à préparer notre intervention pour le 10 mars prochain. Les liens d'inscription au prochain webinaire seront également disponibles à la fin de la présentation. Vous êtes déjà très nombreux à vous être positionnés sur ces webinaires. Si vous connaissez d'autres personnes qui ne le sont pas, il y a encore la possibilité de s'y inscrire. Voilà, donc je vais passer la parole à Pascal Libre, qui représente la CNAM aujourd'hui, qui va introduire ce premier webinaire. Je vous laisse la parole, Pascal. Oui, merci, merci Sylvain. Donc bonjour à tous. Pour introduire ce webinaire, je voulais simplement rappeler un petit peu les travaux interbranches sur les formations certifiantes qui ont débuté donc en septembre 2019 pour se terminer en août 2021. Donc les travaux sur CCQP en bloc de compétences. Et donc, la CNAM, par sa politique de certification, confirme en fait ses objectifs de garantir une qualité de service homogène sur tout le territoire, de proposer aussi une meilleure employabilité de ses personnels, et donc de ce fait des perspectives nouvelles concernant donc la gestion des carrières donc de son personnel, avec la mise en place donc de ces différents CQP en bloc de compétences. Et après les différentes communications donc faites sur les CQP en bloc de compétences, et travaillant donc depuis quand même très très longtemps avec notre partenaire institutionnel, l'Institut 4.10, sur les dispositifs de formation, notamment sur l'évaluation des compétences, sur les modalités d'examen donc, et de certification. Et donc, c'est tout naturellement qu'on s'est associé donc, avec l'Institut 4.10 donc, pour vous proposer ce webinaire. Donc, je laisse la parole ensuite à Anne-Sophie ou Brigitte qui vont commencer donc, à vous parler donc, du webinaire et vous présenter le sommaire.
Oui, bonjour à tous. Donc, Brigitte Soubios, je vais démarrer la présentation de ce webinaire et puis nous partagerons cette présentation avec Anne-Sophie Edebo, qui est pilote du CQP, gestionnaire conseil assurance maladie. Moi, je suis plus sur le CQP, conseiller service assurance maladie, mais nous aborderons également les CQP gestionnaire conseil Startech et SM Pro. Le sommaire, donc le contexte, on va rebalayer, mais alors assez rapidement, le contexte général de mise en place des CQP en bloc de compétences, puisque vous avez, comme l'a dit Pascal, déjà eu un certain nombre d'informations générales sur ce sujet. Les épreuves de certification, donc que l'on va rappeler également, puisque là, il y a quand même un changement très important par rapport au CQP qui existe jusqu'à présent. Et puis, on rentrera plutôt très directement dans l'opérationnalité en vous expliquant les parcours de formation qui sont mis en place justement dans le cadre de ces CQP maladies en bloc de compétences. Les parties pris pédagogiques, puisqu'on a mis en place des dispositifs qui sont dits blended learning, donc avec des modalités pédagogiques mixtes pour être dans les standards de la formation actuelle de 2022. Et puis, on terminera avec le déploiement des parcours, donc pour que vous ayez une visibilité sur 2022 de la manière dont les parcours vont être déployés sur cette année. Voilà sur le sommaire. Du coup, Sylvain, je vais peut-être partager. OK. Donc, Oui. le contexte. Je peux passer à la slide suivante. Allez, voilà, je clique, vas-y. Voilà. Alors, rapidement, pourquoi les CQP en bloc de compétences? C'est donc la loi de septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a, entre autres choses, redéfini les modalités d'inscription des parcours certifiants au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Et donc, l'obligation aujourd'hui des CQP est d'être construit sous le format des blocs de compétences pour pouvoir être inscrit au RNCP. Et donc, ce qui implique derrière aussi des possibilités de financement de ces formations. Donc, l'Institut, le régime général a pris en considération cette loi et a adapté les dispositifs de certification du régime général à cette loi. Donc, on a un certain nombre de CQP qui ont basculé en bloc de compétences, dont le CQP manager opérationnel qui a été le premier à basculer sur les blocs de compétences. Là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les CQP gestionnaire conseil et conseiller offre de services qui, de fait, sont désormais structurés en bloc de compétences, qui ont été validés par la CPNFP, qui ont été validés également par France Compétences et qui peuvent de fait être mis en œuvre désormais. Je vous rappelle que vous avez, alors, outre les webinaires qui ont déjà été réalisés par l'UCANS et par la CNAM en 2021, il y a deux lettres d'information qui ont été diffusées par l'UCANS en septembre 2021 et puis plus dernièrement, la lettre réseau de l'assurance maladie, c'est la LRDDO 5 2022 qui présente les CQP gestionnaire conseil et conseiller offre de services en bloc de compétences pour la branche maladie. On peut passer à Alors, qu'est-ce que c'est un bloc de compétences? Un rappel, c'est effectivement un ensemble homogène et cohérent de compétences qui contribuent à l'exercice autonome d'une activité professionnelle. Donc, concrètement, au niveau de la branche maladie, ces blocs de compétences, ils sont formalisés par une activité générique et les compétences qui ont été définies comme nécessaires pour exercer cette activité. Donc, on va le voir un peu plus tard. Il y a un certain nombre de blocs de compétences qui ont été identifiés comme nécessaires pour exercer l'activité de conseiller offre de services ou de gestionnaire conseil. Donc, à quoi ça sert un CQP structuré en bloc de compétences? Alors, deux choses. Il y a d'une part l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle, donc le CQP. Donc là, tous les blocs du parcours doivent être validés. Je dirais qu'on est sur un schéma classique et connu, avec des modalités différentes, mais d'un parcours certifiant. Et la nouveauté, c'est que la construction en bloc de compétences, c'est que ça permet aussi d'obtenir une certification partielle par bloc de compétences. Et donc,
Chaque bloc validé permet l'obtention de ce que l'on appelle un certificat de compétences professionnelles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a d'une part pas de limitation dans le temps pour réaliser les certifications partielles. Chaque bloc validé est à vie. Et donc, ça ouvre des perspectives de souplesse en matière de formation au niveau des organismes. On en reparlera un petit peu plus tard sur la mise en place des CQP dans la branche maladie, puisque effectivement, la possibilité de certification partielle va être ouverte dès 2022 aux organismes, mais de manière progressive. Alors, la structure ça, je pense que c'est un schéma que vous avez déjà pu voir plusieurs fois. Au niveau du régime général, comment ont été structurés les CQP, COS et gestionnaires conseils en blocs de compétences. Donc, on a 2 blocs, gestion de la relation à l'usager et maîtrise des risques et qualité de service, qui ont été définis comme étant communs aux deux emplois. Donc, ce qui signifie qu'en fait, l'activité générique est la même et les compétences associées sont identiques. Ça, c'est un point important puisque on le verra après aussi, c'est ce qui va aussi ouvrir des perspectives de passerelle entre les emplois. Pour le conseiller offre de service, il y a 2 blocs spécifiques qui ont été construits. Un bloc qui concerne plus particulièrement la promotion des offres de service et un bloc qui concerne les traitements et fiabilité des données. Ce sont donc 2 blocs spécifiques du conseiller offre de service. Donc, en tout, le conseiller offre de service, c'est 4 blocs pour obtenir le CQP COS. Pour le gestionnaire conseil, on a les blocs GR, gestion de la relation à l'usager et contribution à la maîtrise des risques et à la qualité du service, plus un bloc supplémentaire qui est le bloc gestion des droits des usagers, que l'on peut globalement assimiler aujourd'hui aux UV du parcours actuel et qui est ciblé vraiment sur le traitement des demandes, l'application de la législation, l'attribution des droits ou des prestations. Voilà, et là, nous sommes sur les référentiels de certification. Les épreuves de certification. Alors, là, tout a changé. Clairement, par rapport à ce qui existait jusqu'à présent, il n'y a plus de notes. Il n'y a plus d'épreuves écrites, plus d'épreuves orales, plus de notes application professionnelle tutorée et plus de notes contrôle continu. On bascule sur une épreuve de certification qui est vraiment centrée sur l'observation, sur le poste de travail. On a, pour le conseiller offre de service et du coup le gestionnaire conseil pour les blocs communs, on a pour le bloc gestion de la relation à l'usager une seule et unique épreuve qui est une observation sur poste de travail avec un volet front office, donc observation en contact direct avec un usager, et puis un volet back office, où là, on sera sur du traitement soit d'affaires médialogues, soit de mail, en fonction du secteur d'activité du candidat. Et le gestionnaire conseil, ce sera de la même manière une observation sur poste de travail, en contact direct avec l'usager et en back office. Pour les blocs promotion, offre de services et traitement des données, on est là aussi sur de l'observation sur poste de travail avec, pour le bloc promotion, offre de services, une observation en contact direct avec un usager. Et pour le bloc traitement des données, là, une observation dans le traitement des données, là aussi, en fonction des secteurs d'activité du conseiller offre de services. Une particularité pour le bloc maîtrise des risques, parce que ce ne sera pas une observation sur poste de travail, mais un entretien oral avec le jury sur une préparation, une situation professionnelle qui a été vécue par le candidat et qu'il aura préparée en amont. Alors, cette épreuve-là est un peu plus ressemblante à celle de l'oral d'aujourd'hui, si ce n'est que la durée est beaucoup plus courte, mais en tout cas, la modalité est à peu près identique. Les épreuves de certification, donc ce qui est important, c'est qu'au niveau de la branche maladie, le choix a été fait qu'elle se déroule à la fin de chacun des blocs.
Donc, quand on a un candidat qui est sur un parcours complet, eh bien, à la fin du parcours de formation de chaque bloc, il va participer à l'épreuve de certification. Donc, pour le... Voilà, ouais. je te laisse la parole pour le bloc Merci. GDU. Voilà, alors pour le bloc GDU, donc on retrouve donc une situation observée en situation réelle de travail, donc sur des dossiers voilà, que le technicien est amené à traiter dans son quotidien. Donc l'épreuve est assez longue pour nous permettre de vérifier toutes les compétences acquises, donc voilà, d'une durée d'environ d'1h15, avec un échange donc voilà, avec le jury qui suit donc cette observation en situation réelle de travail. Donc, il traite des dossiers tels qu'il le ferait dans son quotidien. Voilà, pour les 2 autres blocs, dans le cadre du parcours complet, il passera bien entendu la certification du bloc GRU et la certification du bloc MDR, tel que l'a présenté Brigitte précédemment. Alors, pour compléter sur les épreuves de certification, ce qui est important, c'est qu'il a été défini 5 périodes dans l'année de session des épreuves de certification, donc en février, en avril, en juin, en octobre et en décembre. Ce qui signifie qu'au niveau de la planification des parcours de formation, eh bien, ils vont être, comme les épreuves se déroulent après la fin de chaque bloc, il va falloir planifier en tenant compte de ces périodes de réalisation des épreuves de certification. Et pour compléter, ce qui permet justement le fait d'avoir plus de périodes de certification, c'est de certifier voilà, votre candidat au fil de l'eau durant un semestre ou une année sur les différents blocs, ce qui permet de mettre en place plus d'épreuves de certification. À chaque bloc validé, votre candidat va obtenir un certificat de compétences professionnelles. Et le CQP sera obtenu lorsqu'il aura validé les 4 ou 3 blocs selon le CQP choisi. Alors, un autre outil de la certification, c'est le carnet de suivi des compétences. Là, c'est vraiment une nouveauté dans les parcours certifiants, puisque c'est un support qui va être remis au candidat dès le démarrage de son parcours de formation et qui va l'accompagner tout au long de ce parcours, notamment pour l'acquisition des compétences. À la fin de chaque bloc, le tuteur et le manager vont, à travers l'évaluation de l'acquisition des compétences du bloc, vont pouvoir attester de la capacité du stagiaire à passer l'épreuve de certification. Ce qui veut dire que, il va y avoir un document de synthèse de ce carnet de suivi qui sera signé par le tuteur et par le manager et qui détermineront le fait que, oui, le candidat est en capacité de passer l'épreuve de certification. Cette synthèse signée par le tuteur et par le manager sera transmise au jury national de certification. Alors, une précision sur les épreuves de certification. Je vous ai expliqué que les blocs de compétences étaient constitués d'une activité et puis de compétences associées. Chacune de les compétences sont aussi, il y a des critères d'évaluation qui sont définis. Et pour obtenir donc la certification d'un bloc, il ne s'agira pas d'avoir 100% des compétences acquises et 100% des critères acquis. En fait, on est sur une base une compétence est acquise si 80% des critères qui la définissent ont été validés et un bloc de compétences est acquis si 80% des compétences qui le constituent sont aussi acquises. Donc, on n'est pas sur… C'est important d'avoir cette notion aussi en tête. On n'est pas sur du 100% de validation des compétences des blocs. Les carnets de suivi des compétences, il y a un modèle branche maladie qui a été défini pour l'ensemble des CQP de la branche et donc qui sera diffusé au fur et à mesure de la mise en place des différents parcours. Et le tuteur, là, a un rôle très important à jouer dans la complétude de ce carnet de suivi des compétences. On a bouclé, je pense, la première partie. Voilà. Sur la certification, il y aura effectivement le webinaire du 24 mars qui permettra d'apporter des éléments complémentaires, puisque sur les modalités pratiques de réalisation dans la branche maladie des épreuves de certification,
on est en train de finaliser les modes opératoires et les processus, notamment avec la CNAM. Alors, les structures des CQP. Alors, on bascule maintenant sur vraiment les parcours de formation associés à ces CQP, COS et gestionnaire conseil, et pour la branche maladie. Donc, on a quatre CQP qui sont définis dans la branche maladie. Le CQP conseiller service assurance maladie, le CQP gestionnaire conseil assurance maladie, le CQP gestionnaire conseil Startec et le CQP gestionnaire conseil SM Pro, service médical et accident de travail pour Startec. Donc, pour le CQP Sésame, le parcours de formation, il a été défini avec un ordre chronologique de suivi des différents blocs, qui n'est pas forcément celui qui a été défini au niveau des référentiels de certification, mais avec des choix pédagogiques qui ont été faits au regard de l'emploi exercé. Et on est parti lors de la conception de l'ingénierie formation et pédagogique sur le fait que le premier bloc, le bloc gestion de la relation à l'usager, devait être le premier suivi en termes de formation, puisqu'il présente les bases de l'emploi de conseiller service assurance maladie. Qu'aujourd'hui, le bloc promotion des offres de services fait aussi partie du cœur de métier du conseiller service assurance maladie, que de fait, il venait en complémentarité directe avec le bloc gestion de la relation à l'usager. Troisième bloc, chronologiquement, c'est le bloc traitement des données et fiabilité des données. Donc là, c'est quelles sont finalement les données qui sont traitées aujourd'hui par un conseiller service assurance maladie. Et on voit bien qu'il y a une évolution de toute façon des métiers, avec peut-être davantage de traitement de données aujourd'hui, y compris par les agents de front office. Et puis, dernier bloc qui est chronologiquement, c'est le bloc maîtrise des risques et qualité de service. Pourquoi? Parce que, en fait, la maîtrise des risques, elle est la conséquence de l'ensemble des trois blocs précédents. Et l'idée, c'est de dire, une fois que l'on a la vision globale de l'emploi que l'on doit occuper, on a plus de facilité à comprendre et à avoir une vision complète de la maîtrise des risques associée à cet emploi et à cette activité. Donc, les 4 blocs, pour un parcours complet, ils se déroulent sur une amplitude de 8 mois maximum. Donc, ce n'est pas 8 mois de formation, mais c'est sur une amplitude de 8 mois. Et par exemple, aujourd'hui, là, nous avons 2 sessions qui démarrent la semaine prochaine et la semaine d'après du CQP Sésame en bloc de compétences. Donc, il démarre en février 2022 et il va se terminer fin septembre au niveau de la formation des agents, et avec un passage des dernières épreuves de certification en octobre. Et à l'issue de chacun des blocs, les stagiaires vont effectivement passer leur épreuve de certification. Donc, si je reprends l'exemple de la session qui démarre en février, les candidats passeront l'épreuve de certification du bloc gestion de la relation à l'usager en avril, l'épreuve du bloc promotion offre de services en juin. Et là, compte tenu de la trêve estivale, les épreuves des blocs traitement et fiabilité des données et contribution à la maîtrise des risques et la qualité du service, là, l'épreuve sera passée en octobre. Voilà pour un exemple de parcours complet. Alors, les parcours partiels. Donc là, effectivement, c'est toute la souplesse finalement des nouvelles modalités de mise en place des CQP, c'est la possibilité d'avoir des certifications partielles au fil du temps. Donc là, on vous a mis un exemple, ça veut dire que chaque bloc est autonome et que vous pouvez décider que vous allez inscrire votre agent à tel ou tel bloc pour obtenir le certificat de compétences professionnelles. Donc, on vous a donné un exemple de suivi partiel. Donc, ce qui est important aussi, c'est que ce soit du parcours complet ou du parcours partiel, on a quand même un prérequis qui est obligatoire, c'est que le candidat doit toujours avoir suivi PASS et PREMS.
Ça, c'est un prérequis, quelle que soit la modalité choisie de parcours. Et là, on a une possibilité, par exemple, de faire le bloc gestion de la relation à l'usager en 2022, le bloc traitement des données en 2022, et puis de décider que le stagiaire suivra les blocs promotion, offre de services ou maîtrise des risques en 2023. C'est vraiment un exemple, mais ça peut aussi s'échelonner plus dans le temps. Il y a donc cette souplesse et cette possibilité qui est offerte d'avoir un parcours partiel des CQP. Donc, moi, je vais Anso, poursuivre. voilà. Oui, merci Brigitte. Donc, moi, je vais voilà, poursuivre avec le CQPGCAM. Vous allez voir qu'on est un petit peu dans le même, voilà, dans le même esprit. De toute façon, hein, c'est la même dynamique. Alors, pour le CQPGCAM également, voilà, toujours ce prérequis, hein, passer PRUMS, voilà, pour le parcours complet et d'ailleurs le parcours partiel. Donc, pour le CQPGCAM, on commencera donc par le bloc GRU, gestion de la relation donc usager. Et on aura ensuite donc le bloc GDU, gestion des droits donc, de l'usager. On a choisi cet ordre, hein, pour justement le parcours de formation GCAM, puisqu'en effet, dans le bloc GRU, on retrouvera des éléments liés à la relation usager, mais également du contexte et de la législation de base sur différentes donc, thématiques de l'assurance maladie. Donc, il existe 7 spécialisations qui sont exactement identiques à celles qui sont proposées aujourd'hui. Donc, on a bien entendu la gestion des bénéficiaires, les indemnités journalières, maladie, maternité, paternité, les frais de santé ambulatoires, les frais de santé établissement, l'accès aux soins à la précarité, l'invalidité et les risques pro. Voilà, donc qui correspondent, comme vous le constatez, aux UV donc, actuels. Et ensuite, on a fait le choix de mettre la maîtrise des risques et la qualité de service donc, à la fin du parcours, puisqu'en effet, le stagiaire va mettre en lien, bien entendu, cette maîtrise des risques avec le métier qu'il exerce. Donc, on va proposer via notre catalogue, en fait, 7 parcours complets. Voilà, on aura le parcours complet CQP GCAM, spécialisation GDB, le CQP GCAM, spécialisation IJMMP, de même pour les autres spécialisations. C'est pourquoi, dès l'entrée et dès l'inscription de votre stagiaire dans un parcours complet, vous allez donc devoir inscrire votre stagiaire donc, sur un CQP GCAM avec la spécialisation donc, choisie. Voilà, c'est un petit peu une différence par rapport à avant. Avant, vous inscriviez un stagiaire dans un socle commun, mais vous aviez des fois des doutes, hein, sur qu'est-ce qu'il allait suivre comme UV par la suite. Là, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que dès son inscription, il faudra choisir le parcours complet et le CQP GCAM qu'il va suivre dès le début de sa formation. Donc, l'amplitude, voilà, c'est une amplitude également de 8 mois. Donc, bien entendu, ce n'est pas 8 mois de formation, hein. Ça se déroule, par exemple, commencement en mai et fin de formation, donc en décembre, avec des certifications au fil de l'eau par rapport aux différents blocs. Là, cette amplitude, hein, de 8 mois peut varier, hein, parce qu'on a des blocs GDU qui sont plus ou moins longs. Voilà, donc sinon, on est voilà, sur 8 mois maximum, hein, pour le parcours complet. De la même manière que Brigitte vous l'a présenté pour les CQP Sésame, eh ben, le CQP GCAM est également possible en certification partielle. Donc, c'est très intéressant voilà, pour les organismes, cette certification partielle au niveau voilà, des CQP GCAM, dans le sens où on sait que parfois vous attendez de l'expertise métier et de l'opérationnalité de suite. Donc, toujours pareil, bien avoir en tête que passer PRUM est obligatoire pour pouvoir suivre donc, les blocs en parcours partiel. Donc là, on vous a mis un exemple. On peut en effet commencer par suivre le parcours partiel, donc GDU, exemple IJMMP, en 2022.
à l'arrivée de votre stagiaire. Puis ensuite, on peut décider de lui faire suivre les autres blocs et bien plus tard. Donc, dans l'exemple qui est donné, GRU donc, est suivi en 2023 et MDR également en 2023. Mais on peut donc se dire que GRU peut être suivi bien plus tard, hein, sur l'année 2024, et la maîtrise des risques donc, sur 2025, par exemple. Toutefois, il faut tout de même garder en tête que voilà, même si c'est des parcours partiels sont certifiés tout au long de la vie, il faut garder quand même une certaine cohérence, je pense, dans le suivi de ces parcours. C'est-à-dire, voilà, on peut en effet suivre le bloc GDU en 2022, mais bon, si on envisage par contre un bloc maîtrise des risques en 2032, bon, ça fait peut-être un petit peu loin par rapport justement à la montée en compétences du stagiaire par rapport à son métier. Voilà en tout cas pour le CQP donc, GCAM. Donc, ça va être un petit peu la même chose pour le CQP, donc gestionnaire conseil Startech. Donc, il est donc obligatoire dans le parcours de suivre PASS et PRUMS. Pour le CQP Startech, il commence par le bloc donc, gestion des droits de l'usager. Ensuite, il poursuit donc son parcours avec le bloc gestion de la relation usager. Et il termine son parcours par la maîtrise donc, des risques et la qualité de service. L'amplitude est un petit peu plus longue, donc l'amplitude est sur 12 mois maximum. Donc là, on a un début de parcours, on a des parcours qui ont commencé pour le CQP-GC Startech en décembre 2021, qui vont se terminer donc maximum en décembre 2022. Donc voilà un petit peu pour le CQP Startech. Pour le CQP, on va revenir sur la diapo d'avant si tu veux bien, Sylvain. Voilà, le CQP, donc SM Pro, donc gestionnaire conseil, SM Pro, voilà, eh bien, il se déroule un petit peu de la même façon, donc avec toujours le PASS PRUMS obligatoire. Donc, on a un début de parcours qui commence par le bloc gestion des droits de l'usager. Puis ensuite, on retrouve le bloc maîtrise des risques et qualité de service. Et ensuite, donc, la gestion de la relation usager. L'amplitude, donc là, on voit que le parcours débute donc en avril 2022 et qu'il se terminera donc en décembre 2022. Voilà, les choix ont été faits par rapport aux différents parcours, par rapport aux différents métiers visés. C'est pour ça que, en effet, vous pouvez constater que l'ordre n'est pas le même pour l'ensemble des parcours donc, des CQP gestionnaires conseil, selon donc, le métier exercé. Je vais laisser la parole donc, à Coralie ou à Pascal pour expliquer le système donc, des passerelles par rapport aux deux CQP, GC et ECOS. Et moi, donc c'est Coralie Bray qui vais prendre la parole sur ce sujet. C'était ça va être très rapide. Effectivement, comme vous l'a précisé ma collègue Pascal en introduction, et Brigitte Soubios vous l'a aussi évoqué au tout début. Donc, les caisses nationales, elles ont travaillé avec des experts du réseau pour aboutir donc, à des CQP qui sont conformes au métier dans les organismes. Ça, c'était notre première volonté. Et la deuxième volonté, qui est une volonté forte, c'est d'avoir des blocs communs entre ces deux CQP gestionnaires conseil et conseillers offre de services, dans l'objectif de faciliter les passerelles entre ces deux métiers, et pour aller dans le sens surtout de l'ambition et de la stratégie de l'assurance maladie, des synergies front office, back office. Et donc c'est pour ça qu'il y a deux blocs communs entre ces deux CQP. Donc c'est le bloc GRU, gestion de la relation usager, et maîtrise des risques. Et donc concrètement, un agent qui obtient le CQP Sésame, donc qui fait PASS PRUMS les 4 blocs et qui obtient la certification pour chacun des blocs, dans le cadre d'un changement de métier ou d'une diversification des activités, si c'est un souhait de l'agent et de l'organisme d'aller vers le CQP GCAM, il ne restera plus, entre guillemets, qu'à l'agent de suivre la formation du bloc GDU
avec la spécialité choisie, comme le disait Anne-Sophie, d'obtenir la certification pour également être certifié du CQP GCAM dans sa globalité. Donc, un bloc supplémentaire quand on passe du Sésame au GCAM. Et dans le schéma inverse, il y a 2 blocs à passer. Si j'ai obtenu mon CQP GCAM dans sa globalité et que je souhaite basculer vers le métier de Sésame, 2 blocs à obtenir, promotion des offres de services et traitement et fiabilité des données. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. C'était important pour nous de vous le préciser parce que voilà, c'est en lien avec synergie front office, back office et vous devez en entendre largement parler de ce terme-là. Alors, on va peut-être faire un tour des questions qui se sont déjà posées. Je ne sais pas si Carole ou Marie-Jo, vous pouvez nous faire un petit point sur ce qui a été exprimé dans le chat. Oui, Bonjour, il y a Carole. eu beaucoup de questions voilà, au fil de la présentation pour cette première partie. Alors, on a eu quelques questions là par rapport aux formations PASS et PREMS. Est-ce que ces formations, on l'a vu quand même dans la diapo, elles restent présentes dans le parcours? Est-ce qu'elles sont toujours des prérequis obligatoires pour la suite du parcours CQP? Est-ce que c'est le cas? Oui. Alors la réponse est oui. PASS et PREMS sont des prérequis obligatoires, que ce soit des parcours CQP, parcours complet ou parcours partiel. Tout à fait, d'accord. Voilà. Donc, effectivement, il y avait une question. Si on ne fait qu'un bloc, est-ce qu'on doit quand même passer par PASS et PREMS? Oui. Alors, en fait, c'est conditionné parce que, en effet, on a gardé voilà, cette obligation de prérequis par rapport à PASS et PREMS, puisqu'il y a des notions dans ces formations qui introduisent certaines notions du bloc. Donc, on a voilà, fait le choix, en effet, de garder voilà, l'obligation de prérequis de PASS et PREMS et formations qui ont été réduites en termes de temps, voilà, dans les nouvelles versions notamment. Donc oui, prérequis obligatoire, qu'on soit en parcours complet ou en parcours partiel. C'est Coralie Bray, je me permets d'ajouter, il y a une autre question qui est en lien aussi et je pense que la réponse pourrait être très intéressante, peut-être qu'Anne-Sophie ou Brigitte pourraient répondre. La question c'est, est-ce que PASS et PREMS sont-ils valables sans restriction de durée? Alors, à ma connaissance, s'il n'y a pas de limitation de durée, le prérequis, c'est d'avoir suivi PASS et PREMS. Mais par contre, effectivement, avec les nouvelles modalités des CQP en bloc de compétences, on a des dates pour basculer sur les CQP en bloc de compétences. Le PREMS doit avoir été suivi après le 19 avril 2021 et le 7 ou 8 juillet 2021 pour le CQP GC. Voilà. Mais après, il n'y a pas effectivement, il n'y a pas, théoriquement, il n'y a pas de limitation de durée dans le suivi de PASS et de PREMS. Après, bon, tout dépend des politiques RH des organismes. Mais la réponse, oui, non, il n'y a pas une durée de validité de PASS et de PREMS, à ma connaissance. Alors, nous avons aussi eu une question par rapport donc, au passage d'un seul bloc. Donc là, vous venez de nous dire, c'est possible de passer un seul bloc dans le CQP. Est-ce qu'il est possible aussi de suivre un seul bloc sans certification à la suite? Est-ce que ça, c'est une possibilité offerte? Alors aujourd'hui, on propose les parcours partiels et les parcours complets, donc parcours partiel avec donc certification. Il sera possible un peu plus tard dans le temps de suivre en effet ce que l'on appelait du picking donc, sur ces blocs, donc sans certification. Juste une précision. Effectivement, dans la construction des blocs, tous les blocs sont construits de manière modulaire. C'est-à-dire on va le voir quand on va la deuxième partie de la présentation sur les modalités pratiques. Donc, du coup, chaque bloc est constitué de modules. Et chacun de ces modules, effectivement, deviendra un produit autonome qui pourra être demandé par les organismes. Mais effectivement, il y aura cette possibilité-là en fait, de piocher
dans les blocs le ou les modules qui intéressent les organismes, ce qui est déjà le cas, hein, notamment dans l'UVGRC. Il y a déjà des modules, il est déjà modulaire, elle est déjà modulaire, et il y a des produits autonomes. Ces modules sont des produits autonomes proposés par l'Institut CADIS, mais bien sûr hors certification. Oui, et je vois justement qu'il y avait une question qui venait d'apparaître sur justement le suivi de ces modules. Est-ce que passer PRUMS sera obligatoire? On doit définir en effet les prérequis pour le suivi de ces modules en picking. Donc pour l'instant, je ne vais pas me prononcer sur le suivi de passer PRUMS voilà, dans le cadre de modules en picking, pour répondre à la question, puisqu'on doit déterminer les modalités. Nous avons eu une question aussi sur les délais par rapport au CQP en général, à savoir en fait, est-ce qu'il y a un délai maximum pour suivre le CQP, ou est-ce qu'on peut effectivement l'étaler sur plusieurs années? Au Il y a niveau de peut-être la des législation préconisations là-dessus. Ah, oui. pardon. Au niveau de la législation actuelle, avec les CQP en bloc de compétences, il n'y a pas de limitation de durée. Légalement, il n'y a pas de limitation de durée. Donc oui, on peut échelonner sur plusieurs années l'obtention de CQP. Après, tout dépend des politiques RH des organismes et également, pédagogiquement, quel est l'intérêt, quelle est je dirais, la durée raisonnable pour faire acquérir un CQP à un candidat, d'autant qu'il ne faut pas oublier que les CQP sont inscrits au RNCP pour une durée délimitée de 5 ans. Donc, ce qui va se passer dans 5 ans, moi, je ne saurais pas le dire aujourd'hui. D'accord. Par rapport à l'ordre de passage des blocs, là où on a eu une question aussi sur l'ordre de passage des blocs, est-ce qu'il y a des préconisations, ou est-ce que l'ordre peut être Alors, décidé? Est-ce qu'on peut faire le but justement de la certification en parcours partiel, c'est que l'organisme choisit en effet de faire passer un bloc à son candidat quand il le souhaite. Donc, par exemple, dans le CQP-GCAM, on peut se dire, je donnais l'exemple tout à l'heure, de commencer par le bloc gestion des droits de l'usager, parce qu'on veut une opérationnalité voilà, de suite de son stagiaire, suite à un surcroît d'activité. Après, en effet, nous, en tant que pilote et en tant que formateur, on peut orienter éventuellement le client dans son choix de faire suivre éventuellement un autre bloc voilà, à la suite. Par exemple, on pourrait dire il est quand même intéressant pour un stagiaire de suivre le bloc maîtrise des risques liés à son activité, pas trop tard en fait, hein, c'est-à-dire voilà, 6 mois ou 1 an après. On peut émettre certaines préconisations. Après, ce n'est pas des obligations, parce que justement, la souplesse de ce parcours en bloc de compétences, c'est l'organisme qui décide à n'importe quel moment de faire suivre un bloc à son agent. Ça, c'est vraiment par rapport donc, au choix des organismes. Et au moment de l'inscription, en fait, est-ce qu'il faut déjà se décider de l'inscrire à un parcours complet, ou on peut décider au fur et à mesure? Alors, je pense que juste une précision, justement, parce que c'est intéressant. Il y a un distinguo à faire entre je veux faire suivre un parcours complet par mon agent. Donc là, en fait, il y aura des planifications qui seront proposées au niveau de l'Institut CADIS sur des parcours complets auxquels les organismes inscriront leurs agents. Donc, dans ce cadre-là, l'ordre de suivi des blocs, il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de latitude. C'est l'ordre chronologique qui a été défini pour des raisons pédagogiques. Deuxième possibilité, c'est effectivement le choix des parcours partiels. Donc, effectivement, il y aura là aussi des propositions de planification au niveau des blocs certifiants, mais concernant la possibilité d'avoir la liberté de choisir tel ou tel bloc, malgré tout, si je prends l'exemple du CQP Sésame, donc bloc gestion de la relation à l'usager, ok, mais quand je bascule sur le bloc promotion offre de service, là, il y aura peut-être des prérequis de profil de stagiaire à définir en amont pour ne pas mettre en difficulté un stagiaire qui n'aurait pas les prérequis, je dirais, par exemple, sur les techniques de communication, et qu'on ferait basculer sur un bloc un peu plus de perfectionnement
et de promotion d'offres de services. Donc, certes, il y aura de la latitude pour inscrire à tel ou tel bloc, mais avec potentiellement, en fonction des blocs, des prérequis en termes de profil des candidats, des stagiaires. D'accord, merci pour ces précisions, Brigitte. Je reviens un petit peu sur les questions qui concernaient plus particulièrement la certification. Alors, je le rappelle, et puis on va le redire, hein, qu'il y aura donc un webinaire le 24 mars où on aura vraiment pour sujet la certification des CQP maladies dans le bloc de compétences. Pardon. Néanmoins, on a eu là une ou deux questions, donc je les relais concernant donc la formation jury professionnel CQP. Cette formation est-elle obligatoire? Alors, on a vu, je pense qu'elle est obligatoire pour les présidents de jury. Est-elle obligatoire pour les autres experts métiers qui participent notamment aux épreuves orales ou est-ce que là, vous avez des préconisations ou des Pour la formation en fait, des jurys est obligatoire pour toutes les personnes qui vont être présidents de jury. Officiellement, hein, voilà. Ensuite, non, elle n'est pas obligatoire, par exemple, pour un expert métier qui interviendrait dans une formation. Non, elle est vraiment obligatoire pour les membres du jury. Voilà. Et peut-être conseiller pour éventuellement les autres participants. Oui, elle peut être conseillée et suivie pour avoir justement une idée de ce que, de ce qui se passe le jour J, hein, lorsque le candidat passe son épreuve. En effet, ça peut être très intéressant de suivre cette formation, mais elle n'est pas obligatoire. Par contre, en tant que président de jury, quand on assiste à un jury officiel, elle est obligatoire. Okay, merci. Et petite précision sur la formation jury, elle est bien prise en charge à 100%, cette formation. Et voilà, c'est un taux qui est fiable et qui ne va pas changer en 2022. Super. Il y a eu également une question, toujours dans la partie certification, pour savoir qui en fait observe en situation de travail. Donc, on a bien vu qu'il y avait vraiment un changement. On est plus en situation de travail, observation en situation de travail. Et voilà, la question portait sur qui va observer. Est-ce que c'est le jury complet? Alors, oui, donc bon, je vais parler un petit peu plus pour le CQP GCAM et notamment l'épreuve GDU, et je laisserai Brigitte peut-être s'exprimer pour les autres blocs. Dans le cadre donc de GDU, on est justement sur un changement vraiment de membres du jury représentants de branches, hein. Avant, on pouvait avoir en effet des managers qui faisaient le jury. Aujourd'hui, on est plus vers des experts métiers, donc c'est-à-dire qu'on est vers un profil technique. Parce que, comme vous l'aurez compris, les agents vont passer sur des dossiers réels, sur du traitement de dossiers. Et donc, il faut quelqu'un qui soit capable de l'évaluer. Et donc, qui comprenne bien le process, qui le maîtrise. Et donc, on s'oriente un petit peu plus vers des référents techniques. Ou si c'est un manager qui a également des compétences techniques, qui va savoir nous dire oui, c'est la bonne procédure, c'est le bon outil utilisé. Et cet expert métier d'organisme est accompagné toujours d'un représentant UCANS, le plus souvent un membre de l'Institut 410, qui sera également présent et président de jury comme habituellement. Oui, en fait, c'est ça. Pour les épreuves de certification qui sont des observations sur poste de travail, c'est le jury constitué de 2 personnes qui fera l'observation, alors soit en présentiel, soit à distance. Très bien. Très bien, merci pour ces réponses. Peut-être que je vous propose peut-être de poursuivre et on va compléter avec les questions qui sont encore en suspens. D'accord ? Du coup, Anne-Sauce, c'est toi Oui, c'est moi, c'est vrai. Donc, les parties pris pédagogiques. Voilà. Donc, comme vous l'a dit en introduction, Brigitte, on est parti sur des formations blended learning, c'est-à-dire qu'on a mixé les modalités pédagogiques utilisées.
Donc, on a des temps d'apprentissage synchrone. Alors, qu'est-ce qu'on entend par le terme synchrone? C'est donc le fait d'avoir une réponse en direct de suite. Donc, les temps d'apprentissage peuvent se faire en classe virtuelle ou alors en présentiel, hein, voilà, puisqu'il a été envisagé voilà, une mixité au niveau des temps d'apprentissage synchrone entre des classes virtuelles et du présentiel. Puis ensuite, on a des temps d'apprentissage que l'on appelle asynchrones, donc c'est-à-dire avec voilà, un temps entre guillemets de réponse différé, c'est-à-dire que nos stagiaires peuvent suivre des modules seuls, des modules e-learning par exemple, ou alors faire des activités à distance, donc des exercices, des recherches, suivre une vidéo, voilà, et qui sera exploitée par la suite. Et puis, on a toujours une période qu'on appelle de pratique professionnelle, hein, des périodes tutorées, des APT sur poste de travail. Et pour ce faire, on a un tuteur qui est désigné tout au long du parcours pour accompagner l'apprenant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Le rôle du tuteur, il est essentiel du début à la fin de la formation du stagiaire, hein. On en a parlé tout à l'heure, notamment avec le fameux carnet de suivi, hein, voilà, qui permettra en effet au tuteur de suivre son stagiaire tout au long de sa formation. Alors, je reprends le relais sur le tuteur. Effectivement, s'il y a bien un point à retenir sur la mise en place des CQP en bloc de compétences, c'est le rôle du tuteur dans ces parcours certifiants. Il devient effectivement un acteur essentiel, déjà parce qu'il a la charge de l'observation et de l'évaluation du candidat tout au long de son parcours certifiant dans le cadre de la complétude du carnet de suivi des compétences. Et donc, pour ces raisons, on a aussi étoffé l'accompagnement du tuteur au niveau de l'Institut CADIS. Puisqu'on est vraiment dans le carnet de suivi des compétences, on est sur une démarche compétences, hein. Donc, il faut que le tuteur soit en capacité, effectivement, d'observer, d'évaluer les compétences. Donc, une formation de tuteur qui devient obligatoire, et il y a une formation spécifique bloc de compétences qui a été mise en place en fin d'année 2021. Donc, je vous ai mis la référence de la fiche catalogue, c'est CN13P 243 pour aller voir un petit peu le contenu de cette formation qui a une durée globale de 3 jours, mais qui est 100% à distance et qui alterne sur le coup des activités synchrones et des activités asynchrones. Donc ça, formation obligatoire. Ce qui veut dire que dès lors qu'il y a des parcours de formation ou un stagiaire à inscrire dans un parcours, eh bien, il faut que la nomination du tuteur se fasse dès l'inscription. Parce que comme il y a un accompagnement individuel du tuteur qui est mis en place au niveau de l'Institut CADIS par le responsable de la session, eh bien, on a besoin de connaître l'identité des tuteurs dès l'inscription du stagiaire au parcours. Et puis, il y a tout un panel d'outils qui ont été construits pour le tuteur, au-delà de l'accompagnement individuel qui est très formalisé et organisé dans le cadre des parcours. Donc, ces outils, c'est un guide du tuteur, bien entendu, une proposition de méthode d'observation et d'évaluation des compétences et des grilles d'aide à cette observation. Le tout étant vraiment en lien avec les référentiels de certification, donc l'activité de chacun des blocs, les compétences qui y sont associées et les critères d'évaluation des compétences qui sont associés. Donc là, vraiment, le tuteur, aujourd'hui, il est au cœur du parcours du CQP COS ou GC en bloc de compétences dans la branche maladie. Alors, sur l'ingénierie pédagogique et les modalités de construction des différents blocs, il y a une homogénéité qui a été mise en place pour les différents blocs avec une structure, un schéma générique, je dirais, des parcours de formation. Donc, on démarre toujours par un module introductif
qui est suivi ensuite par divers modules de formation, alors qui sont bien sûr variables en fonction des blocs, puisque c'est lié aux compétences à acquérir, aux modalités qui peuvent être tout à fait aussi différentes. On peut avoir du distanciel, du présentiel. C'est vraiment très, très variable en fonction de ce que l'on a estimé être la modalité la plus adaptée à l'acquisition des compétences concernées. Et puis, on a toujours en fin de bloc une préparation à l'épreuve de certification qui sera mise en place. Pendant le bloc, donc, ce que vous voyez là sur les positionnements, il s'agit des temps d'observation et d'évaluation de l'acquisition des compétences, donc de la progression dans l'acquisition des compétences par le candidat. Et on a défini au niveau donc, du carnet de suivi des compétences 3 temps qui sont clés dans chacun des blocs. Donc, en amont du bloc, un positionnement, ce qu'on appelle le positionnement de T0, c'est au regard des compétences à acquérir dans le bloc, quel est le point de départ? Quelle est la base de départ de mon candidat? Est-ce qu'il y a un certain nombre de compétences qu'il a déjà acquises? Est-ce qu'il part de zéro? Voilà. On fait un état des lieux, en quelque sorte, pour savoir d'où l'on part pour pouvoir arriver au résultat final. Donc ça, c'est en amont du démarrage du bloc. Une évaluation intermédiaire est aussi proposée. Alors là, elle va être variable d'un bloc à l'autre en fonction des contenus des blocs et des durées des blocs. Et elle va permettre de faire un point d'étape. Et toujours pareil, c'est sur le principe de l'évaluation des compétences à acquérir. Donc, je vais voir comparer par rapport à mon positionnement T0 et ce que j'avais, les actions que j'ai proposées pour faire évoluer mon candidat. Si au moment de ce positionnement intermédiaire, il a bien évolué tel qu'on le souhaitait, s'il y a des ajustements à faire. Alors, pourquoi? Parce que ça nous permet après, en fin de bloc, quand on est sur le positionnement final, qui va dire, OK, où j'en suis, mon stagiaire, est-ce qu'il a bien acquis les compétences du bloc? Et du coup, est-ce que je peux effectivement l'envoyer passer l'épreuve de certification? Donc, le positionnement intermédiaire, il permet d'ajuster et d'éviter de se retrouver en fin de bloc en se disant, non, mon candidat, il n'a pas toutes les compétences requises pour passer l'épreuve de certification. Donc, ces positionnements qui sont proposés sont en fait des garde-fous pour accompagner le stagiaire dans l'acquisition des compétences. Et pour chacune de ces temps de positionnement, l'Institut CADIS accompagnera le tuteur pour faciliter en fait sa démarche et puis surtout, si ce n'est garantir, en tout cas mettre en place toutes les conditions de réussite du candidat à l'épreuve de certification. Oui. Alors, donc, on a donc déterminé un déploiement de ces parcours, que l'on soit sur des parcours complets ou des parcours partiels. Donc là, on vous a affiché donc, les sessions qui sont planifiées en parcours complet. Donc, pour le CQP Sésame, donc, on a une session, comme l'a dit Brigitte, qui va démarrer incessamment sous peu, donc qui se réalisera de février à octobre 2022. On a une session donc en intra, pour la CEPAM des Bouches-du-Rhône, qui va se dérouler également de février à octobre 2022. Et puis, on mettra en place une session CQP Sésame à compter de septembre 2022 et qui se terminera sur 2023, plus précisément en avril. Pour le CQP gestionnaire conseil SM Pro, alors pour l'instant, on a donc une session intra DRSM Île-de-France qui va débuter en avril et qui se terminera en décembre, et une autre session intra de la DRSM Île-de-France donc, qui est programmée donc, de octobre à avril 2023. Ensuite, donc pour le CQP gestionnaire conseil StarTech, donc on a une session qui est en cours et qui a commencé en décembre 2021, qui se terminera en décembre 2022. Et pour les autres sessions, on aura des autres sessions qui seront proposées à compter du deuxième semestre 2022. Pour les CQP GCAM, donc en parcours complet, on aura 6 parcours complets qui seront proposés sur l'année, avec 3 parcours complets qui débuteront donc en mai, c'est-à-dire le parcours complet IGMMP, le parcours complet RP et le parcours complet ASP, donc qui se dérouleront entre mai et décembre 2022.
Pour les parcours complets, frais de santé, établissements ambulatoires et GDB, eh bien, ils débuteront en septembre 2022 pour se terminer en avril 2023. Donc là, on est bien dans le cadre du parcours complet, en ayant bien suivi PASS et PRUMS avant donc, les dates énoncées. Pour les sessions planifiées en parcours partiel, donc, le CQP GCAM, en tout cas pour le gestionnaire conseil, on va mettre en place des parcours partiels. Donc, on va mettre des blocs, donc gestion des droits de l'usager, spécialisation IGMMP en place, notamment donc un bloc qui débutera voilà, en mai pour se finir en juillet 2022. Bien entendu, la formation n'est pas de mai à juillet en totalité. Voilà, on est sur une amplitude à peu près voilà, de 3 mois, mais la durée de la formation est environ d'1 mois, avec les périodes de pratique professionnelle tutorée. Ensuite, donc, on aura un autre bloc gestion des droits de l'usager qui sera proposé, spécialisation IGMMP, de septembre à novembre donc, 2022. Une session du bloc donc, gestion des droits de l'usager, spécialisation RP, sera proposée à compter de septembre jusqu'à octobre 2022. Idem pour la spécialité, donc accès aux soins et précarité. Pour donc, le bloc gestion de la relation usager, donc, qui est commun, vous l'avez bien compris, hein, à plusieurs métiers, donc au Sésame, au GCAM et au gestionnaire conseil SM Pro. On envisage voilà, un bloc gestion de la relation usager, une session prévue fin d'année 2022, donc à compter de novembre jusqu'en janvier 2023. Pour rappel, hein, à chaque fin de passage d'un bloc, donc le stagiaire obtiendra un certificat de compétences professionnelles, CCPT, voilà, qui sera donc validé à la fin de chaque bloc, si bien sûr il a obtenu 80% des critères donc, par rapport à ce bloc. On va pouvoir peut-être faire un tour de questions-réponses, Carole. Oui, oui. Donc, je te laisse la parole. Alors, je vais revenir un petit peu sur le justement déploiement et inscription, hein, puisque on a eu la question là d'un côté concret et pragmatique. Comment on fait là pour s'inscrire? Est-ce que les sessions sont déjà affichées, disponibles sur le portail? Comment fait-on? Alors, moi, je peux répondre pour le CQP Sésame. Aujourd'hui, la session de septembre, elle n'est pas encore affichée sur le portail, hein. Elle le sera au 2e trimestre. Pour le CQP, donc GCAM, ce qui est prévu sur le démarrage sur le premier semestre sera affiché sur le portail et les inscriptions pourront commencer donc, au mois de mars de cette année. Donc, le mois prochain, hein, les caisses pourront s'inscrire hein, sur le bloc GDU spécialisation IGMMP ou sur les 3 blocs proposés donc, qui démarrent en mai 2022. Peut-être ajouter qu'on vous a dédié une newsletter hein, sur le déploiement de ces CQP en bloc de compétences et qu'une newsletter spécifique au déploiement sera programmée au mois de mars. Donc, vous aurez des informations sur les planifications dans cette newsletter. Voilà, elle est adressée directement hein, sur l'annuaire client, mais elle est relayée également par les CRC. Et en complément, je rajoute qu'il y aura aussi un webinaire donc sur tous ces aspects pratiques, déploiement, session. Donc voilà, dans la suite, on va vous proposer un moment d'échange le 17, c'est ça si je ne me trompe pas. On va vous remettre les dates de toute façon. Oui, c'est bien le 17 mars. Pardon, 17. On va vous donc là, les dates. vraiment, on pourra traiter concrètement et de manière pragmatique dans ces questions sur le déploiement, les inscriptions, et également les aspects financiers, hein, puisqu'on a eu une question un petit peu là sur les coûts actuellement. Est-ce que vous avez des informations de ce point de vue-là peut-être à donner, ou est-ce que il y a... Alors, par rapport à l'aspect financier, la question est Alors, la question est plus précisément concernée les coûts par rapport à la durée du CQP. Est-ce que et effectivement, on a cette donnée de coûts, de tarifs, mais aussi de prise en charge. Est-ce qu'il y a des évolutions possibles sur les tarifs ou sur les prises en charge?
Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a les prises en charge PASS et PREM à aujourd'hui. Donc, PASS, c'est 20% actuellement et PREM, c'est 40%. Ça, c'est les prises en charge dans le cadre du plan. Concernant, après les CQP en parcours complet, on a les prises en charge la prise en charge forfaitaire. Alors, c'est 1 600 € par CQP à aujourd'hui, plus un abondement par la branche maladie de 1 000 € pour les CQP parcours complet. Là, aujourd'hui, voilà ce qu'on peut dire. Et sachant que là aussi, il y a un webinaire qui sera plus consacré au financement au mois de mars, hein, si je ne me trompe pas. Et aussi, Brigitte, pour compléter sur la partie financement, si le stagiaire est éligible oui, à la PROA, parce que aujourd'hui, donc, les CQP, COS et GC sont inscrits dans l'accord étendu de formation, donc ils sont éligibles à la PROA. Et si le stagiaire est éligible lui-même, parce que c'est une question de diplôme qui ne doit pas excéder le grade de la licence, il y a aussi la possibilité d'obtenir des financements via une e-formation. Oui, voire aussi les prises en charge de contrat pro. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci pour ces compléments. Je prends la suite des questions qui concernent là cette fois un peu plus l'outil de prépositionnement pour savoir un petit peu si effectivement il est disponible, à quel moment il faut l'utiliser, est-ce que c'est spécifique pour tel ou tel parcours, enfin est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur le prépositionnement? Alors, oui, aujourd'hui, le prépositionnement pour les CQP de la branche maladie, il n'est pas, en fait, il n'existe pas. Il n'a pas été encore mis en place, il le sera peut-être un jour, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'outil de prépositionnement. Alors, je sais que dans la lettre d'information de l'UCANS, il y avait ce schéma avec cette possibilité de prépositionnement, et c'est ce qui existe déjà d'ailleurs pour le CQPMO en bloc de compétences, mais aujourd'hui, il n'y a pas de prépositionnement et de produits spécifiques de prépositionnement avant l'inscription à un parcours complet ou partiel des stagiaires, des CQP, COS ou GC de la branche maladie. Pour compléter sur le sujet du prépositionnement d'un point de vue CNAM, on va y réfléchir en interne sur cette option-là, vraiment dans l'objectif de ne pas alourdir la procédure, parce que c'est la mise en place d'un nouvel outil. Donc, on va mettre en balance les avantages et les inconvénients et on reviendra vers vous assez rapidement quant à la mise en place d'un outil de prépositionnement. Est-ce qu'on a d'autres questions, Marie-Jo ou Carole? Alors, j'avais noté des questions sur le rôle du tuteur, en fait. Il y a eu pas mal de questions sur le tuteur par rapport à sa formation. Donc, on a vu qu'il avait une formation qui lui était propre, prévue. Donc, est-ce que cette formation est obligatoire pour chaque tuteur? Est-ce que cette formation est obligatoire, même si le tuteur a été formé dans l'ancienne version? Il y avait donc une formation auparavant. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut qu'il suive cette nouvelle formation? Non, alors il faut... Ah, pardon. Ouais, la formation tuteur, en fait, est vraiment obligatoire, c'est-à-dire que le rôle du tuteur, il a changé. Il est vraiment impliqué du début à la fin du parcours de formation du stagiaire. Vous avez bien vu le fait des positionnements qui sont prévus dans le parcours et surtout le positionnement final qui est donc renseigné par le tuteur et validé donc par le manager et qui envoie le stagiaire à la certification. Donc, tout ça pour dire qu'en effet, la notion de tuteur est très importante et ces missions ont évolué, on va dire, notamment avec les nouveaux outils et la nouvelle épreuve de certification. Donc, non, la formation est obligatoire, même si un tuteur est tuteur depuis très longtemps, il est obligé de passer cette formation pour être tuteur d'un dispositif en bloc de compétences. Et en termes d'organisation, est-ce qu'un tuteur, pour un stagiaire, un agent qui va suivre le CQP, est-ce qu'il peut avoir un tuteur pour un bloc et un autre tuteur pour un autre bloc? Est-ce qu'il y a des préconisations par rapport à ça?
Alors, dans l'idéal, il vaudrait mieux avoir un seul tuteur. Si on est sur un parcours complet, il vaudrait mieux un seul tuteur. Pour autant, effectivement, en fonction des apprentissages et des compétences à acquérir, le tuteur, il peut aussi déléguer à des personnes plus expertes que lui le suivi et l'accompagnement des stagiaires. Mais effectivement, comme il y a quand même cette complétude de carnet de suivi des compétences et il y a cette démarche voilà, RH, hein, malgré tout, pour partie, il est préférable qu'il y ait un seul tuteur qui a la possibilité de déléguer à d'autres personnes un certain nombre d'apprentissages si nécessaire. Ok. Et par rapport au nombre, cette fois, de stagiaires dont peut s'occuper un tuteur, est-ce qu'il y a un nombre maximum? Je pense que voilà, on a parlé dans les questionnements de 3 stagiaires maximum. Est-ce que ça, c'est le cas? Alors, on est parti sur une préconisation d'un tuteur pour 2 stagiaires. Ça, c'est la préconisation, c'est l'idéal. D'accord. Après, on sait très bien que quelquefois, l'idéal n'est pas réalisable. Et maximum, en effet, hein, le 3 stagiaires, hein, c'était c'était une lettre UCANS qui précisait un tuteur pour 3 stagiaires maximum. Voilà, donc c'est pour ça que le chiffre 3 voilà, est ressorti. Mais en effet, la préconisation est plutôt 2. Anne-Sophie, Brigitte Oui. et Carole, je voudrais intervenir par rapport aux experts métiers et dans le cadre de la lettre réseau, c'est vrai qu'on a spécifié qu'au niveau du jury professionnel, il valait mieux suivre la formation et on a dit que cette formation était obligatoire et je trouve que c'est du fait que l'évaluation en bloc de compétences est complètement différente par rapport aux anciennes modalités. Donc, on avait préconisé la formation obligatoire également au niveau des experts métiers. Et un expert métier, j'ai lu dans le fil de discussion aussi, un expert métier ne peut pas être du même organisme que du stagiaire. Il faut que ce soit systématiquement quelqu'un qui n'a rien, un expert métier d'un autre organisme. Il ne faut pas qu'il y ait de lien hiérarchique, ni du même organisme du candidat. Merci Pascal pour ces précisions. Effectivement, du coup, ça répond à une question. Je reviens sur le tuteur, puisqu'il y a une question aussi qui a été posée. Je pense qu'on n'y a pas répondu pour le moment par rapport au tuteur. Est-ce qu'il y a toujours l'indemnité tutorale? Est-ce qu'il y a une indemnité tutorale? Et est-ce qu'il y a aussi, je complète la question aussi par rapport à la charge de travail que ça représente pour un tuteur. On nous a demandé, est-ce qu'il y a des outils de préparation? Alors, on a vu qu'il y avait quand même des outils, on l'a mis sur la diapo, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres possibilités pour que le tuteur puisse se préparer? Est-ce que ça représente une grosse charge et est-ce qu'il a droit à une indemnité? Alors moi, sur le volet indemnité, je ne répondrai pas. Hein, parce que moi, je vais intervenir. Donc, voilà. Ce n'est pas une indemnité, mais c'est une prime. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, le tuteur, normalement, oui, pour tous les CQP, il a normalement donc une prime qui correspond donc au nombre de mois qu'il accompagne le candidat. Sur la suite de la question, effectivement, on a tout à fait conscience que le rôle du tuteur est plus accentué que précédemment avec la mise en place des CQP en bloc de compétences. Bien entendu que les tuteurs étaient déjà impliqués dans les dispositifs, mais là, avec la mise en place du carnet de suivi des compétences, ils ont un rôle à jouer qui devient encore plus important, d'évaluation notamment des compétences tout au long du parcours. Donc, il y a les outils. Effectivement, on a construit un certain nombre, une boîte à outils qu'on a essayé d'être la plus pragmatique possible et qui est mise à disposition des tuteurs. Mais surtout, on a mis en place un accompagnement des tuteurs, quel que soit le parcours CQP, que ce soit sur des CEPAM, du service médical ou de Startec. L'objectif, c'est d'accompagner à l'échelle de l'Institut 410 ces tuteurs dans la réalisation de leurs activités. Et au niveau du CQP Sésame, on a évalué aussi le temps à consacrer au tutorat pour un parcours complet, pour aussi sensibiliser
à la fois les pôles RH et les managers de ces tuteurs sur le fait qu'il faut leur libérer du temps pour leur permettre de réaliser dans de bonnes conditions leur mission tutorale. Avec, en bout de course, quel est l'objectif, hein? C'est l'obtention du CQP ou du CCP, mais surtout d'avoir des personnes qui sont opérationnelles sur le poste de travail et qui répondent aux attendus du poste. Je vois une question d'ailleurs, est-il possible de changer de tuteur durant la période parcours complet voilà, ou partiel? Donc, bon, dans le partiel, j'ai envie de dire, sauf bien sûr lorsque voilà, le tuteur est éventuellement malade hein, ou voilà, voilà quelque chose qui est important, voilà, bien entendu. Hein. On peut changer de tuteur. Par contre, voilà, sur le parcours partiel, il est plutôt intéressant de ne pas changer de tuteur. Hein. Celui qui suit un stagiaire dans le cadre d'un bloc GDU, gestion des droits d'usager, IGMMP, c'est bien qu'il le suive du début à la fin et de ne pas avoir de changement. Par contre, en effet, vous dites dans le cadre de la période du parcours complet, bon, c'est vrai qu'on est sur des amplitudes hein, de 8 mois à 12 mois. Pendant ce temps, il peut y avoir des changements de poste, il peut voilà, y avoir des choses qui se passent et oui, bien entendu, le tuteur voilà, peut changer si bien entendu c'est nécessaire et que c'est indispensable. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Carole? Ou est-ce qu'on a fait le tour des… Alors, j'en ai une dernière, il y a encore quelques points, mais j'ai eu une question en fait pour savoir qui réalise en fait le positionnement T0. Alors là, on va peut-être revenir voilà, sur… Alors, c'est le tuteur. En fait, c'est le tuteur qui va réaliser ce positionnement T0. Alors, si on est sur des parcours complets, il va réaliser ça dans le mois qui précède le démarrage du parcours par le stagiaire et avec du coup un accompagnement de l'Institut CADIS dans cette démarche-là. Concernant le tuteur, ce que je voulais dire, c'est que je comprends parfaitement que ça puisse effrayer un petit peu, entre guillemets, la charge de travail que l'on peut envisager et pour le tuteur. Mais je crois que c'est surtout parce qu'on est sur la mise en place d'une démarche très nouvelle et qui nécessite une appropriation. Une fois les éléments appropriés par le tuteur à un instant T, et s'il redevient tuteur derrière-moi, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile. Mais l'accompagnement du tuteur par l'Institut CADIS est effectivement à vocation à l'aider à s'approprier cette mission et notamment cette complétude du carnet de suivi des compétences. Mais le T0, oui, c'est le tuteur qui va le réaliser, qui va ensuite transmettre les informations au responsable de session de l'Institut CADIS qui va avoir un entretien avec ce responsable de session. L'idée étant que le candidat, le stagiaire, on parte sur des bases connues et du profil du candidat. Alors, on a un parcours qui est borné, mais par contre, le fait d'identifier à quel niveau se situe le candidat à l'entrée du parcours, ça permet aussi, en tout cas, de personnaliser et d'individualiser les temps de pratique professionnelle pour cibler finalement là où les compétences sur lesquelles il faut davantage accentuer la progression pédagogique. Ensuite, je vois, il y a encore voilà, des questions sur voilà, l'organisation un petit peu des épreuves de certification avec voilà, comment, qui se charge de choisir, d'organiser la venue de l'expert métier dans la caisse, etc. Donc, pour ces réponses, vous aurez des compléments d'information lors du webinaire sur la certification, en sachant que majoritairement, pour certaines épreuves, on a fait le choix du distanciel. Voilà, donc si ça peut éventuellement voilà, rassurer un peu. Voilà, ces questions hein, seront dans le webinaire consacré à la certification, quant à l'organisation concrète des épreuves. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir avancer. Oui, hein, on a décidé d'organiser ces 4 webinaires parce qu'en fait, on ne peut pas faire le tour de la question, bien évidemment, en 1h15, hein, d'où l'idée de segmenter et d'avoir une approche par différents axes. Hein, et donc, la certification, on aura largement le temps d'y revenir au cours d'un webinaire dédié, donc le 24 mars.
D'ailleurs, je vous affiche là donc les dates qu'on a largement annoncées tout au long de cette présentation avec les QR codes si vous avez un smartphone pour pouvoir scanner les liens directs aux inscriptions, mais vous êtes déjà très nombreux à vous être inscrits. On laisse les inscriptions ouvertes jusqu'à la veille, donc il n'y a pas de problème s'il y avait des retardataires. Donc, je rappelle, hein, le 10 mars, le rôle de RH, les modalités d'inscription, le financement, le 17 mars et le 24 mars, la certification, tous les jeudis à la même heure au mois de mars. On vous raffiche ici les contacts, en fait, donc pour tout ce qui est les aspects juridiques, le financement, la prime tuteur, le contact service médical, donc vous vous adressez directement à la DRHR de la CNAM, donc on vous a mis l'adresse mail ici. Pour tout ce qui est inscription, déploiement, do-relation client institutcadis.fr, vous connaissez déjà cette adresse, et pour tout ce qui est généralité sur le CQP, sur le plan de formation, l'adresse contact client qui est gérée par les conseillers relations clients. Alors, je vois, bon, il y a des questions assez précises, donc voilà, j'envoie